On l'a dit tout à l'heure, on a la chance d'être dans une famille Croix-Rouge formidable aujourd'hui, en tout cas de gens engagés. Et puis il y a notre bénévole qui l'a été longtemps, qui a appris certainement l'engagement, c'est ce qu'il va nous dire, qui est avec nous. Il est à New York et je crois que le soleil se lève pile à New York. On a la chance d'avoir un bénévole au cœur Croix-Rouge, encore certainement. C'est l'écrivain Marc Lévy. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Attendez. Voilà, je crois que j'avais un petit problème technique. Bonjour. Bonjour Marc, merci de nous accueillir chez vous et d'être en direct avec nous pour parler d'engagement. Boris Cyrulnik, Jean-Christophe, Rémi, Alexandra, Noémie, on est tous sur ce plateau pour parler de résilience. Juste un truc Marc, j'ai appris que vous avez été un super bénévole Croix-Rouge, racontez-nous. Oh, super, j'en sais rien. Oui, je suis rentré à la Croix-Rouge le jour de mes 18 ans en fait. D'accord. Et je suis resté pendant 7 ans et demi. Waouh. Oui, 7 ans. Et je travaillais dans une... Enfin, je travaillais dans le secours routier urbain à une époque où c'était un peu le Far West, mais où le SAMU et le Centre 15 commençaient à se mettre en place et où la Croix-Rouge avait été beaucoup sollicitée je dirais, pour pallier une période intermédiaire où le secours urbain en ville était assuré par police secours. Ça nous rajeunit beaucoup tout ça. Et ce qui évidemment posait des problèmes de santé publique importants puisque beaucoup de gens n'osaient pas appeler les secours quand ils en avaient besoin. Oui. Et, et voilà. Et donc la Croix-Rouge est intervenue au moment où il le fallait, là où il le fallait. Et nous, on a eu la chance et un peu l'insouciance de vivre ces moments-là. Et ces moments vous ont appris certainement beaucoup de choses, comme à tous les milliers de bénévoles qui sont avec nous aujourd'hui. Marc Lévy, dans cette première émission C'est à nous, on s'est penché sur la résilience qui a évidemment une part importante dans la raison d'être de la Croix-Rouge. C'est quoi votre définition à vous de la résilience quand on vous demande de l'expliquer, ou si vous deviez l'expliquer à des enfants, qu'est-ce que vous diriez vous de la résilience ? C'est très difficile, c'est plus difficile qu'il n'y paraît parce que c'est un mot qui est très utilisé aujourd'hui et je vais vous faire une réponse en biais mais qui est sincère. Je crois que dans la résilience, il y a quelque chose de magique que l'on peut trouver qui est de se sauver soi en sauvant les autres. Ce sera en tout cas... vous êtes toujours là? Oui, tout à fait. On vous écoute avec attention et passion. Oui, oui, c'est de se sauver soi en sauvant aussi les autres. C'est-à-dire, je crois énormément, quand on m'a beaucoup interrogé sur les raisons de mon engagement à 18 ans, et j'ai expliqué que ce n'était pas non plus un engagement, et que je n'étais pas parti sur le front ou sous les bombes. Et si moi, je n'avais pas fait grand-chose pour la Croix-Rouge avait fait énormément pour moi. Et alors, ce que je vais vous dire, à mon avis, fait partie de ce process général sur lequel on s'interroge beaucoup aujourd'hui. Je crois que quand on est au sorti de l'adolescence et qu'on entre dans sa vie d'adulte, il y a une question qui est transgénérationnelle et qui a touché de la génération du baby-boom à la génération Z. C'est cette question de l'identité. Qu'est-ce que je suis dans la société? Et cette question, pendant des siècles, elle a été résolue par la question du métier, parce qu'on était défini par son métier. Et à un moment donné, elle ne l'est plus parce que le village devient une ville, la ville devient un pays, le pays devient un monde tout entier. Et trouver sa place au milieu de 7-8 milliards d'individus, c'est très complexe. Et il y a une chose que je peux dire à tous les jeunes, à la minute où vous portez et d'ailleurs tous ceux qui sont à la Croix-Rouge le savent, à la seconde où vous portez assistance à quelqu'un, vous vous rendez utile. À la seconde où vous vous rendez utile, vous avez trouvé votre place dans la société et vous découvrez quelque chose qu'on nous dit peu ou prou à l'école finalement, c'est que vous avez trouvé votre place dans la société parce que c'est vous qui avez fait un pas vers la société, au lieu d'attendre, comme on peut le croire à tort, que c'est la société qui fera un pas vers vous, la première. Et moi, je sais que je suis rentré à la Croix-Rouge le jour de mes 18 ans, vraiment.
Oui, on a Genre eu... légal. ça Voilà, il coupe un fallait. tout petit peu, Marc. Non, mais c'est bon, allez-y, je vous en prie. Je dis, j'avais passé mes diplômes de secouriste avant, mais il fallait attendre l'heure légale de mes 18 ans. Et donc, je me souviens que j'ai fait ma première garde le soir même de mes 18 ans. Et je sais que le lendemain matin, ça avait changé. Euh, la question identitaire était réglée. J'appartenais à une famille qui était la famille de la Croix-Rouge. Et ça a vraiment influé euh, sur le cours de ma vie. Voilà, ça a été ma résilience à moi. Boris Cyrulnik, votre regard là-dessus. Finalement, une institution comme la Croix-Rouge, l'engagement, les actions concrètes que l'on peut mener peuvent nous aider à être résilients et accompagner la résilience. On n'est pas résilient, on devient résilient puisqu'on le construit à la rencontre, au jour le jour. Alors je suis convaincu que quand on va sortir de l'épidémie, il va y avoir un rebond d'attachement. Les jeunes, ayant souffert du confinement, vont avoir un rebond d'association, un rebond d'engagement, et que c'est là qu'on va tisser le lien, et c'est là qu'on va donner sens. Mais il faut, à condition que notre culture leur propose des lieux de rencontre. Si notre culture leur dit restez chez vous tout seul, il n'y aura pas de résilience. Alors qu'au contraire, si on propose des associations, la Croix-Rouge ou d'autres, des associations théâtrales, sportives, musicales, beaucoup, la musique joue un énorme facteur de résilience. Alors à ce moment-là, ce sont des facteurs scientifiques qu'on peut évaluer scientifiquement, et on voit maintenant comment la musique, par exemple, sculpte le cerveau et améliore la parole et améliore la relation. C'est des découvertes scientifiques qui vont être appliquées dans les engagements, j'espère, demain. On va revenir avec Marc Lévy dans un instant, mais juste Boris Cyrulnik, on est en famille, donc je dis tout ce qui se passe en coulisses. Vous êtes obligé de nous quitter parce qu'un train ne va pas vous attendre. Juste un mot, avant de continuer nous l'émission, mais juste un mot sur votre participation à cet échange. Quel est le message que vous aimeriez adresser aux milliers de bénévoles Croix-Rouge et collaborateurs Croix-Rouge qui vous écoutent aujourd'hui ? Alors moi j'ai envie de dire merci, c'est-à-dire que merci pour ces petits gestes quotidiens qui sont d'une importance capitale. On parle toujours, il faut en parler, de la victoire des urgentistes. Merci les urgentistes, il n'y a pas de problème. Mais aussi merci ces petits gestes qui sont fondamentaux. Parce que c'est dans ces petits gestes qu'on se sent sécurisé, c'est dans ces petits gestes qu'on n'est pas tout seul. Et quand on est en désespoir, on ne soupçonne pas l'importance d'un petit geste. L'importance d'un café, l'importance d'une tension, l'importance, écoute, là, moi, je ne sais pas résoudre ce problème, mais là, je vais te donner cette adresse. Donner un tout petit geste quand on est en détresse, c'est un énorme cadeau. Et merci vous de l'énorme geste que vous avez fait en étant avec nous aujourd'hui, et donc de l'énorme cadeau avec un sourire de dingue. Boris Cyrulnik, vous êtes la jeunesse incarnée. Revenez nous voir, vous êtes à la moitié de votre vie, 84, on est d'accord. Revenez nous voir régulièrement pour continuer à nous insuffler ces jolies leçons de résilience et nous apprendre tout cela. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je vais continuer avec Marc Lévy. Marc, juste un mot peut-être pour témoigner avec nous des moments, peut-être des exemples où vous avez été confronté à une situation de résilience, peut-être. On est... je crois qu'on est... C'est pour ça que j'étais un peu, comme on voulait tout à l'heure, un peu en retrait sur l'usage du mot. Toute sa vie, on est en résilience, puisque toute sa vie, il faut résister contre l'adversité, contre les éléments de la vie, contre les imprévus, contre la solitude, contre, je dirais, les injustices qui nous touchent, parce que chaque chose qui nous touche, on la vit souvent aussi comme une injustice. Donc, c'est pour ça que j'avais préféré vous dire que moi, mais ça n'engage que moi, ma définition de la résilience, c'est en fait, c'est résister et se sauver en aidant les autres. Et je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire M. Cyrulnik, c'est qu'il ne s'agit pas d'une hyper-compétence, en fait. Il s'agit d'ajouter un langage, un autre langage courant, qui est le langage des attentions. Et ce langage des attentions, il ouvre à celui qui le pratique un champ des possibles qui est absolument inimaginable. D'abord parce que la vie, c'est l'interaction avec les autres. Et que l'interaction avec les autres, à partir du moment où elle nous engage,
Et à partir du moment où on va vers les autres, on est absolument stupéfait de ce que l'on reçoit en retour, et même parfois dans les silences et dans les non-dits. Mais j'ai toujours cru toute ma vie que le bonheur, c'était les autres. Et que le bonheur de l'individu, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être heureux soi-même. Tout seul, moi, je fais un métier qui est horriblement solitaire. C'est vrai. Mais le bonheur, c'est les autres. Juste un mot sur un exemple. En préparant cette émission, on a évoqué l'exemple notamment de la tempête Sandy et finalement de la résilience dont font preuve les citoyens quand il faut, au milieu de la tempête et après la tempête, se reconstruire. Et c'est ça d'ailleurs qui est assez fascinant comme constat, et en même temps, comment vous dire, éblouissant et émouvant. C'est que dans toutes les grandes catastrophes, on voit le lien social se retisser immédiatement. Alors, il y a deux périodes. Vous avez la période pré-catastrophe, hein, où on voit très souvent l'égoïsme humain se manifester par des gens qui se ruent dans les supermarchés et qui sont prêts à se battre pour s'arracher un rouleau de papier toilette. Oui. Comme on a pu le voir d'ailleurs au moment où on commençait à annoncer les confinements. Et puis au moment où la catastrophe est passée, pendant que la catastrophe arrive, on voit un courage exemplaire se montrer. Et puis ensuite, il y a une conscience humaine qui reprend le dessus. Et c'est pour ça qu'encore une fois, on en revient à la définition que je vous ai donnée tout à l'heure de la résilience. Et à partir de ce moment-là, vous avez une quantité de gens qui vont sauver les autres pour les sauver, mais aussi, je crois, pour se sauver eux-mêmes, pour retrouver un sens à leur propre vie. Et surtout quand ils ont tout perdu. Moi, je me souviens, puisque vous faites référence à ça, quand Sandy a frappé New York, d'abord, il y a eu un état de choc parce qu'il faut une certaine dose d'humilité pour passer d'une psychologie où on pense qu'on est absolument invincible parce qu'on est à New York, c'est impossible qu'il arrive quelque chose dans cette ville qui est, bref, vous voyez, le phare du monde, enfin. Et puis, au petit matin, après une nuit où les maisons ont tremblé et où les toits se sont arrachés, vous vous réveillez et la citadelle est dévastée. Et d'abord, il y a un état d'acceptation. Oui. Et puis, tout ce qui qualifie New York, sa modernité, son dynamisme, sa circulation trépidante, tout ça n'est plus, il n'y a plus de courant. Donc la moitié de la ville était sans courant. Le premier jour, c'était rigolo, c'était une situation anormale, on nettoyait les rues. Et puis, le deuxième jour, on a compris que c'était plus rigolo du tout parce que la température avait chuté et que les gens ne se chauffaient plus. Et puis en relevant la tête, on a vu des personnes âgées aux fenêtres, des 6e, 8e, 15e, 16e étages, qui étaient prisonniers chez eux parce que plus d'ascenseur, parce que les pompes à eau ne marchaient plus dans les immeubles, et donc pas d'eau, pas d'électricité, pas de chauffage, pas de nourriture. Et j'ai été frappé par... en tout cas dans mon quartier, par l'entraide spontanée qui s'est mise en place. Et très très vite d'ailleurs avec une forme d'organisation aussi efficace que rudimentaire, mais très efficace. Et on n'avait plus de téléphone, on n'avait plus de téléphone portable puisque les relais téléphoniques avaient cessé de fonctionner. Mais par exemple, tout de suite, les magasins qui avaient des denrées périssables ont ouvert leurs vitrines et ont mis sur des tables dans la rue toutes les denrées périssables pour que les gens viennent les chercher et s'en servent, puisque de toute façon, elles étaient périssables. Oui. Et puis voilà, on a vu des gens porter de l'eau aux personnes âgées, on a vu des gens aller porter de la nourriture régulièrement et communiquer par des systèmes de petits flyers qu'on se mettait dans les boîtes aux lettres pour assigner des tâches d'une rue à une autre. Et je vais faire le parallèle d'ailleurs, Marc Lévy, mais l'exemple que vous nous présentez là et qui est vraiment emblématique, et merci de le prendre ainsi, Noémie, la ville de Paris, puisque vous représentez la résilience de la ville de Paris et du territoire. Ce que nous raconte Marc Lévy, c'est exactement ce qu'a vécu la ville de Paris, notamment cette année, mais la ville dans l'histoire des catastrophes que la ville a pu connaître.
Oui, tout à fait. La devise de la ville de Paris, c'est fluctuat nec mergitur. Eh oui. Le navire est battu par les flots, mais ne sombre pas. Donc finalement, c'est une très bonne illustration de la résilience. Et tout ce qui est urbain, tout ce qui a pu se construire collectivement est résilient parce que les invasions, les épidémies, l'occupation, enfin bon, il y a dans l'histoire énormément de crises qui ont à chaque fois renforcé encore plus nos capacités Bien sûr. publiques, infrastructurelles et collectives. Et la pandémie, et surtout, enfin, effectivement, ce qui a été décrit, en fait, était aussi illustré dans les rues de Paris, dans l'élan de solidarité qu'il y a eu dès le début pour aller accompagner les personnes, et en fait, qui est encore aujourd'hui, d'ailleurs, au quotidien. Donc, je ne veux pas parler au passé, parce que là, on est encore un petit peu dans la résistance et dans l'absorption de la crise mais comme le font tous les bénévoles, Rémi nous l'a dit, hein, du côté d'Annecy, cette réaction énorme donc, des bénévoles, vous à Nîmes et puis tous ceux qui nous regardent là. Juste pour terminer avec votre regard, Jean-Christophe, mais Marc Lévy, je me souviens d'échanges que nous avions sur l'un de vos romans, et notamment Une fille comme elle, où quand on parlait ensemble de ce roman, finalement, vos personnages sont résilients, mais aussi le lieu, l'immeuble dont on parle dans ce roman, est un lieu aussi, finalement, qui représente la résilience. Quelque part, vous l'incarnez aussi dans vos livres, et vous nous apprenez aussi ces choses-là en faisant vivre la résilience à travers vos personnages. Écoutez, c'est très gentil, je ne suis pas sûr que je fasse tout ça. Mais écoutez, ça me touche beaucoup. Non, mais je crois que c'est une question... en fait, c'est une question simple qui relie les gens entre eux. C'est un état d'esprit, c'est un état de culture. C'est pas... il faut pas le vivre comme un... Enfin, je crois pas que ça soit ni un super pouvoir, ni quelque chose, vous voyez, d'héroïque. Mais je crois que c'est ce qui nous fédère tous à la Croix-Rouge ou dans d'autres associations. Et j'ai même pas besoin de rajouter humanitaire parce que finalement, ça va de soi. Évidemment. C'est que le fait de s'engager avec les autres, et mademoiselle, vous qui parliez, vous travaillez à la mairie de Paris, et finalement, vous reproduisez ça dans votre travail, vous voyez, c'est-à-dire que travailler au sein d'une mairie, c'est travailler au service des autres. Ce qui n'a rien à voir avec le pouvoir politique, hein, je mets ça à part, qui peut avoir d'autres motivations. Mais ça relève du même procédé, et on en revient à cette notion de résilience. Je crois que la résilience, notre résilience, est celle des autres. C'est la façon dont, à partir de quelque chose qui, comment vous dire, qui vient impacter notre chemin de vie, et je vous dirais que la première prise de conscience de l'une des différences qui va nous marquer et dans la vie, et le rejet par la société de cette différence, ou la stigmatisation de cette différence par la société, nous conduit à la résilience, hein, parce que c'est ça, en fait, finalement, que, vous voyez, bon, vous parliez des expériences du vécu. Moi, je me souviens, à 5 ans, je me suis réveillé, je louchais, et il fallait que je porte des lunettes. J'étais le seul petit garçon de l'école qui avait des lunettes. Vous voyez, c'était la première résilience. Pourquoi Non, mais vous voyez, pourquoi et vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous portez des lunettes aussi? Alors, à nos âges, on s'y est habitué. Mais pour les mêmes raisons que vous, d'ailleurs. Voilà, et à l'époque du ballon, on est mis de côté, personne ne veut de vous dans l'équipe. Et c'est, vous voyez, quand je vous dis il faut faire un pas vers la société, alors soit vous restez sur le banc de touche, soit, je plaisante en disant ça, soit vous ouvrez le stand de boissons sur le stade et vous devenez indispensable à tout le monde, voire même beaucoup plus populaire que les joueurs. Mais la résilience, hein, la résistance, je crois humblement qu'elle passe par tout ce que l'on apporte aux autres. Et en plus, je trouve qu'il y a une récompense de la vie immédiate. Ça n'enlèvera pas votre myopie, c'est certain, mais le bien-être, le soulagement que l'on voit chez l'autre à partir du moment où on a fait un tout petit truc, on a aidé quelqu'un à traverser dans la rue, et vous parliez tout à l'heure des petits gestes, et finalement,
le plus admirable à la Croix-Rouge, c'est ce nombre incalculable de petits gestes faits par un nombre important de gens qui restent dans l'anonymat, et que si on agglomère tous ces petits gestes au quotidien, ça fait une quantité d'amour injecté dans la société absolument incroyable. Et d'ailleurs, Marc Lévy, j'ai 2 réactions, parce que des milliers de collaborateurs et de bénévoles Croix-Rouge qui nous suivent aujourd'hui et qui réagissent vraiment sur le chat en live. 2 réactions. La première, il y a un cri du cœur, c'est « Revenez, Marc Lévy ». Donc on entend les bénévoles qui crient « Revenez ». Et la deuxième réaction, qui n'est pas une réaction, qui est une question, presque une injonction. Marc Lévy, est-ce que vous envisagez de revenir à la Croix-Rouge française? Que répondez-vous? Mais d'abord, mais vous savez, on ne quitte jamais la Croix-Rouge française. Vous voyez, non, mais en plus, c'est vrai, moi, je l'ai toujours porté dans mon cœur. Je pense qu'en 20 ans de carrière d'écrivain, c'est probablement, sans le vouloir d'ailleurs, ce dont j'ai le plus parlé dans ma carrière. C'est des copains qui me l'ont fait remarquer, qui m'ont demandé « Mais tu es agent secret pour la Croix-Rouge, quoi, parce que tu en parles tout le temps ». Et donc, je ne l'ai jamais quitté. Oui, j'aimerais... écoutez, c'est drôle. Regardez, je vais vous... vous voyez, bougez pas. Et ça ne va pas me rajeunir non plus. Alors, je vous promets, on ne bouge pas, nous. On est suspendu à la surprise que vous allez nous présenter. Mais c'est pour vous dire que ce sont des choses qui sont dans mon bureau, pour vous dire qu'on quitte. Vous voyez, ça, c'était mon... Il n'y a plus mon nom dessus, mais c'était mon badge de la Croix-Rouge. Ah oui. Et il y a, vous vous rendez compte, c'est affreux de dire ça, il y a 40 ans, merde alors. Je dis un gros mot. Regardez, ça, c'était celui qu'on mettait sur les uniformes civils. Ah oui, exactement. Et ils ont, c'est pas des perdreaux de l'année. Mais vous en êtes un, c'est l'essentiel. En clair, vous ne la quittez pas. Quelqu'un nous dit d'ailleurs Croix-Rouge un jour, Croix-Rouge toujours. Et c'est le message que vous nous avez fait passer ici. Le mot de conclusion, cher Marc Lévy, avant d'offrir la conclusion à Jean-Christophe sur le plateau, mais quel est le message que vous souhaitez faire passer à tous les bénévoles qui vous écoutent aujourd'hui? J'ai déjà beaucoup trop parlé. Non, le message que je souhaite... Continuez. Il y a des jours qui sont plus durs que d'autres. Et je sais que quand on porte assistance, pour ne pas dire secours et rester humble, quand on porte assistance aux autres, finalement, l'engagement le plus poignant, c'est qu'on ne peut pas donner... on ne peut pas suppléer à la souffrance des autres sans en prendre une partie à charge. Et je crois que... moi, je sais que l'erreur que j'ai commise quand j'étais jeune secouriste et la charge de travail était intense, c'est qu'il y avait une pudeur qui faisait que j'en parlais jamais. Oui. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est à l'époque, c'était pas dans les mœurs. On n'avait pas compris que après un choc, après une intervention, il fallait aussi accepter d'écouter ceux qui avaient été en première ligne, parce qu'ils avaient aussi reçu des émotions et il fallait aussi qu'elles sortent, parce qu'à force de les garder en soi, c'était plus pénible. Donc je sais que quand on porte secours, finalement, ce qu'on donne de soi, c'est ce partage aussi de la souffrance des autres, qui nous nourrit de plein d'amour, mais qui nous nourrit aussi de la difficulté, de la vie des autres. Et finalement, ces petits actes de courage et de don de soi-même, ils sont là, ils sont inscrits en nous, ils nous fabriquent, ils nous construisent, ils nous apportent beaucoup de force pour la suite, parce que à chaque fois finalement qu'on aide quelqu'un qui va pas bien, c'est notre propre résilience qu'on forme et qu'on forge et qu'on construit, et ce sont aussi une part de nos propres souffrances qu'on oublie. Merci Marc Lévy. Non, voilà, je vous dis simplement continuez, mais ne vous oubliez pas non plus vous-même. Et à quand un roman autour de la Croix-Rouge? Ça a déjà été fait par de très grands écrivains et ils sont très bons. Donc voilà, écoutez, moi je sais que je suis très fier d'avoir été à la Croix-Rouge, et cette Croix-Rouge, voilà, je la porterai toute ma vie.
et je serai toujours là pour la Croix-Rouge, même à une heure très très matinale où j'ai du mal à trouver mes mots. Et voilà. Merci vraiment Marc Lévy de ces jolis mots et de nous avoir accueillis pour votre petit-déj. En fait, on était super heureux d'être avec vous à New York pour partager ce moment. Et merci d'avoir adressé ces jolis mots à celles et ceux qui nous regardent. Vous nous avez nourris de vos pensées, de vos mots. Vous avez nourri Florent, d'ailleurs, notre super facilitateur graphique qui nous propose, pour terminer, finalement, son regard graphique, celui-là, et qui va rester pour la Croix-Rouge autour de la résilience. Merci beaucoup, Florent. On voit à l'image, justement, ce que vous nous proposez et ce qui va servir à toutes les équipes au quotidien.